Bonjour à tous, on se retrouve sur cette 45e séance Windows et de programmation PowerShell. Nous allons aborder maintenant la gestion des erreurs, avant d'attaquer notamment une autre partie en tout cas de la programmation, même si on aura sûrement d'autres choses à voir encore avant. Et on va regarder comment au niveau de PowerShell on peut gérer les différentes erreurs qui peuvent en tout cas être déclenchées. En termes d'erreurs, on va retrouver principalement des erreurs qui seront bloquantes. Donc ça, généralement, vous les malheureusement, on va dire, vous les rencontrez parfois. C'est lorsque vous avez une erreur qui est déclenchée et qui met fin, par exemple, à l'exécution d'un programme, d'un jeu vidéo, peu importe. Donc qui vraiment fait planter le programme, le jeu, affiche un message d'erreur et tout est interrompu derrière. Et nous avons, bien sûr, s'il y a des erreurs bloquantes, il peut y avoir des erreurs non bloquantes. Donc ces erreurs ne sont pas critiques, ne sont pas fatales, elles n'empêchent pas forcément la poursuite de l'exécution de votre programme. Et on peut donc rencontrer ces deux types d'erreurs au cours de l'exécution d'un programme, et c'est ce qu'on va voir justement un petit peu ici. On a quelques outils au niveau de PowerShell pour ça, que ce soit en termes de commandes, ensuite en termes de variables. Souvenez-vous, on avait vu quelques variables par exemple automatiques qui existent de base par défaut au niveau de PowerShell. Donc on va revenir sur certaines d'entre elles, et on va aussi aborder une commande qui va nous servir principalement pour ça. En termes de commandes, déjà, alors lorsqu'on fait une commande quelle qu'elle soit, donc que ce soit d'ailleurs directement dans le terminal ou dans un programme, là on va le faire dans le terminal parce qu'il n'y a pas grand chose à noter. Admettons ici, je veux afficher le contenu d'un répertoire qui n'existe pas, d'accord. Je vais automatiquement avoir une erreur qui va se déclencher et qui pourrait d'ailleurs afficher d'autres informations éventuelles par rapport à ça. Quand une erreur est déclenchée, ici, on va bien évidemment pouvoir vérifier ces dernières et nous avons une commande bien pratique au niveau de PowerShell qui est getError, qui va nous renvoyer en fait les dernières erreurs qui se sont produites. Et là, alors il faut peut-être que j'agrandisse, là on va avoir beaucoup de choses, je vais refaire. Ici, on a plein d'informations éventuellement affichées. Au niveau de ces informations, on a donc un petit peu les différentes erreurs qui peuvent être retournées. On pourrait évidemment choisir de ne retourner que les X dernières erreurs. Dans ce cas-là, vous avez un paramètre, un newest. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que c'est propre, bien sûr, aux erreurs déclenchées depuis l'ouverture de cette session, d'accord, PowerShell. Donc si je retourne par exemple les 10 dernières erreurs, vous utilisez l'argument newest suivi d'un entier et vous pourrez comme ça envoyer les 10 dernières. Une fois qu'on a cette information, on a plein de propriétés, d'accord, pour chacune des erreurs qui ont pu être déclenchées. Ici, donc on peut retrouver par exemple un nom d'exception, ou plutôt un type d'exception. Et ici, on a le nom complet d'ailleurs de ce type-là. Donc ça peut être pratique si vous voulez, par exemple, on va le voir plus tard, capturer certaines erreurs dans nos programmes. On va le faire de toute façon juste après. Donc c'est le genre d'information qui peut être intéressante à avoir. On va retrouver le message. Ça, c'est principalement ce qui sert plus à l'utilisateur, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà, et éventuellement, est-ce qu'il y a un moyen de corriger le problème. Donc de voir par rapport à ça. Et on a généralement aussi le nom, c'est-à-dire que là on a le nom complet, et on peut avoir le nom aussi du type qui est juste ça finalement. C'est la dernière partie qu'on a au niveau de ceci. Et d'autres informations éventuellement on peut avoir un traçage si on veut un petit peu des différentes commandes qu'il y a eu. Bon, ça c'est quand il y a par exemple des commandes qui peuvent faire appel à d'autres. Donc on peut retrouver un petit peu toutes ces choses là. Donc voici en tout cas la commande simple qu'on peut utiliser par rapport à ça. getError, qui est vraiment à connaître, c'est la commande pratique pour retrouver les différentes erreurs qu'on peut avoir. Ce qui se passe aussi au niveau de notre programme, alors je vais peut-être d'ailleurs fermer le terminal ici, je vais en ouvrir un nouveau. On va l'ouvrir ici, on va remettre là. C'est la possibilité d'avoir une variable. Si vous vous souvenez, avec la commande getVariable qu'on avait vu dans la séance justement qui est dédiée à cela, on avait vu qu'il y avait des variables qui étaient automatiques, qui étaient donc par défaut déjà créées et qui existent au niveau de PowerShell, au niveau de notre session aussi. On a vu notamment celle-ci, qui est une variable donc point interrogation, où vous avez rapidement indiqué qu'elle servait pour les retours de programme, donc notamment quand par exemple on exécute une commande, le moyen le plus simple finalement de savoir si la commande elle s'est passée avec succès ou qu'il y a eu une erreur, c'est de renvoyer un booléen. Donc si à la dernière commande exécutée, il n'y a pas eu d'erreur, ça renverra donc true, et s'il y a une erreur, bien évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc là, vous voyez, je viens d'ouvrir une nouvelle session, on voit que cette variable, donc si je l'affiche, c'est-à-dire $.interrogation, il m'affiche true, donc jusqu'à présent, effectivement, il n'y a pas eu d'erreur. Je refais la commande de tout à l'heure. Child item truc, donc en essayant encore une fois de lister le contenu d'un répertoire qui n'existe pas. J'ai bien une erreur qui s'est déclenchée avec juste le message. Et cette fois-ci, j'affiche à nouveau la variable et vous voyez qu'elle a changé de valeur. Donc on a cette partie qui est intéressante. Ça, c'est un premier point, parce que bien évidemment, cette variable va pouvoir être utilisée dans vos programmes. Bien sûr, vous savez que toutes les variables commencent par un symbole $. Donc si vous faites référence à celle-ci, vous pouvez bien sûr tester la valeur de ce booléen
dans vos programmes sans problème pour savoir si la dernière commande exécutée a entraîné une erreur ou a été exécutée avec succès. Donc on ne peut pas avoir plus de détails, hein. Ça ne dit pas quel type d'erreur éventuelle, c'est juste il y a eu une erreur ou il n'y a pas eu d'erreur, mais c'est tout. Pour aller un petit peu plus loin, nous avons aussi, en cas d'erreur, une autre variable, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, ici, qui est la variable error. Voilà, on va d'ailleurs parler de celle-ci aussi, error action preference, mais nous on va parler déjà de la variable error, qui va justement contenir l'erreur qui a pu être provoquée. Alors pareil, on pourra avoir beaucoup plus d'infos, là on a juste le message qui est envoyé, mais on pourrait retrouver vraiment beaucoup plus de choses, si on veut bien évidemment voir le contenu de celle-ci. Donc en fonction de ce qu'on va exécuter, bien sûr, on aura une erreur qui va être fixée là-dessus, d'accord, par rapport à ce qui s'est produit ici. Et on peut comme ça retrouver différentes informations par rapport aux erreurs produites. Donc là, bon, j'ai fait un get child item, donc on avait directement la possibilité d'avoir ça. Par exemple, pareil, si j'essaye d'afficher le contenu d'autre chose, j'ai une autre erreur qui s'est produite. Donc ici, notamment un get content. Et là, pareil, on va pouvoir, voyez, en utilisant error, renvoyer finalement les différentes erreurs que nous avons. Au niveau de ces valeurs, on va en fait avoir un tableau, même si on n'a pas encore abordé cette structure au niveau du cours, mais c'est pas bien grave pour comprendre par rapport à ça. On va pouvoir donc accéder aux différentes erreurs qu'on a eues. Donc si on veut par exemple accéder à la dernière erreur, donc l'erreur la plus récente, elle se positionne à l'indice 0. Donc on va utiliser cette syntaxe sous forme de crochet, sur laquelle on reviendra de toute façon un peu plus tard. Et ensuite, on peut choisir par exemple d'afficher d'autres informations. Donc par exemple afficher le message seulement, et on pourra récupérer directement ici. Donc on a comme ça différentes formes au niveau des informations qu'on peut récupérer par rapport à ce qu'on veut afficher, si on veut retrouver une information en particulier. Donc on a comme ça plusieurs choses. Alors si on veut voir un petit peu toutes les données membres finalement de cet objet-là, donc par exemple je vais mettre error 0, comme ceci, et on va utiliser la commande getMember, qu'on aura aussi l'occasion de revoir pour voir ce qu'elle fait exactement. Elle va nous simplement nous afficher les propriétés, les méthodes d'un objet au niveau de PowerShell. Donc là, si je regarde au niveau de cet objet, contenu dans error à l'indice 0, on a en fait pas mal d'informations qui sont disponibles, quelques méthodes et des propriétés aussi. Donc vous voyez que l'exception est une propriété, on a ce type-là, et ensuite on a différentes informations qui peuvent être récupérées aussi. Si on veut par exemple afficher ce que ça contient ou autre, on peut retrouver pas mal d'informations. Si je veux la valeur de certaines propriétés, parce que finalement c'est un petit peu ce qui nous intéresse, on peut retrouver, donc pareil, faire un mélange de commandes qu'on a pu déjà voir. On va sélectionner notre objet et sélectionner toutes les propriétés. Comme ça on affiche vraiment la totalité de ce qu'il y a. Voilà. Et là vous voyez, l'exception est ici. Donc item not found exceptions. Exception tout court, c'est pas au pluriel. Et on a comme ça différentes informations éventuellement qui peuvent servir, notamment ça. Si après par la suite on va afficher par exemple le numéro de ligne, on peut retrouver ou éventuellement c'est déclencher l'erreur, surtout quand vous écrivez ça dans un code, dans un script. Si vous faites directement dans un fichier, ça va être d'autant plus intéressant de récupérer différentes valeurs. Donc voici un petit peu toutes les informations finalement qu'on va avoir au niveau de cette variable. Comme ça vous allez pouvoir tester. Encore une fois, c'est une variable utilisable directement dans vos programmes. Donc vous pourrez faire des tests dessus, récupérer des valeurs, afficher un message, etc. en fonction des erreurs qui ont pu, par exemple, se déclencher. Un autre point concernant les variables, parce que je vous avais dit qu'il y avait cette variable error, mais il y a aussi notre variable, celle-ci, action preference, qui, comme vous voyez ici par défaut, est spécifiée sur continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsqu'une erreur, évidemment, qui n'est pas bloquante, se produit, quel doit être le comportement adopté par ici notre session, donc au niveau de PowerShell. Et ici, il considère qu'il continue l'exécution s'il n'y a pas bien sûr d'erreur critique. On peut à tout moment bien sûr changer ce comportement. Donc, je rappelle pour l'afficher, encore une fois, pas obligé de respecter la casse, donc on a cette valeur là. Et bien sûr, on peut changer éventuellement d'autres valeurs. Donc si je venais à marquer directement ça, encore une fois directement dans le terminal dans un programme, je peux changer cette valeur et ensuite passer autre chose, sachant qu'on a par exemple plusieurs valeurs comme, alors je vais le noter ici, donc ça c'est la valeur par défaut, programme qui continue, et ensuite on a plein d'autres valeurs qu'on peut retrouver. On peut par exemple faire durer le programme sans en fait, si vous voulez avoir d'affichage, d'accord, c'est-à-dire qu'on va supprimer l'erreur, mais on continue l'exécution, donc ça va être principalement silently continue. On peut directement stopper, voilà, l'exécution qui est stoppée, donc on a ce paramètre là, cette valeur là en tout cas. On a aussi la possibilité de lancer un point de débogage avec la valeur break, et on a d'autres valeurs, on peut par exemple ignorer carrément l'erreur. Donc là attention,
Quand je dis ignorer l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur est ignorée, donc ça c'est une chose, donc elle ne va pas être affichée, mais en plus de ça, elle ne sera pas mise dans la variable error, donc elle ne sera pas enregistrée dans ce tableau-là, donc vraiment on ignore totalement, pas d'affichage et on ne l'enregistre pas dans le tableau des erreurs. Donc il faut prendre un petit peu ça en compte. Donc si vous voulez changer ce comportement, il faut bien sûr que ce soit justifié, que ça serve à quelque chose. Bien sachez que vous avez une variable disponible, donc une variable automatique de PowerShell pour le faire. Voilà sur ce point, sur ce premier point en tout cas, concernant un petit peu les différents outils que nous avons à notre disposition ici au niveau de PowerShell. Au niveau du code en lui-même, dans l'écriture du code, justement quand on va vouloir effectuer certaines actions, et d'ailleurs même avant de voir ces actions aussi, je ne vais pas aller trop vite, c'est au niveau des commandes. On peut aussi passer l'argument, c'est-à-dire que là quand j'ai fait ça tout à l'heure, d'accord, je peux choisir, juste pour la commande que je fais, de changer justement ce paramètre, ça est l'action qui va se produire en cas d'erreur. Dans ce cas-là, j'utilise l'argument error action, et là je peux choisir par exemple de dire voilà, si tu rencontres une erreur, en fait tu stoppes l'exécution du programme. Ce qui fait que s'il y a des instructions qui venaient après, elles ne sont évidemment pas exécutées et on peut changer. Je vous rappelle que par défaut, on a vu que la variable était fixée sur continue. Donc on peut changer aussi avec cet argument. Maintenant que nous avons vu cette partie concernant les variables qu'on retrouve pour les erreurs et la commande getError, qui permet notamment de les retourner, on va regarder au niveau du code en lui-même, les outils, en tout cas les fonctionnalités que nous avons au niveau de PowerShell. On va utiliser pour cela le principe des exceptions. Alors si vous programmez dans d'autres langages, on va dire assez modernes, c'est un concept que vous connaissez, qui permet notamment de gérer les erreurs autrement que, par exemple, via des codes de retour envoyés par des fonctions. Et on va pouvoir produire un code, donc qui sera par exemple jugé critique. Donc un code critique, c'est un code qui peut éventuellement déclencher une erreur. Donc là, en l'occurrence, ça va être une exception. Et à partir d'ici, on va avoir un bloc de code qui va pouvoir capturer l'erreur qui s'est produite et permettre l'exécution de certaines instructions en fonction. Le but étant de pouvoir traiter les erreurs, bien sûr, qui peuvent arriver. Donc on va regarder comme ça un petit peu ce qui peut être fait pour la suite. Au niveau de la construction du code, ça va être très simple. On va retrouver au minimum un bloc try et un bloc catch. Alors, pas avec des crochets mais des accolades. Ici, ce bloc va tout simplement nous permettre d'écrire le code qui peut déclencher une erreur, et c'est ici qu'on capturera. Alors là, je n'ai pas précisé, on va le voir juste après, mais toutes les erreurs qui peuvent arriver. Donc si je fais cette commande, comme on a vu tout à l'heure, que je mets par exemple, mettons à la répertoire courant, donc là je sais que ça il va le trouver. Alors, comme ici on n'a pas des erreurs bloquantes, je vais faire en sorte que toutes les erreurs stoppent l'exécution du programme. Voilà, sinon on n'aura tout simplement pas d'erreur déclenchée, pas d'exception, donc on ne pourra pas capturer grand chose. Donc on va avoir ce code, on tente une commande, et si une erreur est survenue, on va le mettre, petit message ici dans le catch. On va exécuter notre programme. Voici la commande. Donc là, il liste le contenu du répertoire courant. Ça fonctionne évidemment, la commande. On peut même d'ailleurs vérifier si on veut être sûr. La vérification de la variable point interrogation, on voit que ça retourne bien true. Donc la commande a été exécutée avec succès. Pas de souci. Maintenant, j'essaye de lister le contenu d'un répertoire qui n'existe pas. Cette fois-ci, j'exécute mon programme et on obtient bien le message d'erreur qui a été mis dans le bloc catch. Et à nouveau, si on affiche ici, on voit bien alors là qu'il n'y a pas eu d'erreur par rapport à par rapport à la commande en elle-même, puisqu'il a exécuté la commande ici, mais nous on a capturé l'erreur en tout cas que c'est produit. N'oubliez pas qu'on a changé le comportement au niveau de l'opération ici pour bloquer l'opération qui en temps normal ne serait pas bloquante. Donc on peut comme ça retrouver un petit peu ce que l'on veut. On peut afficher ça, voilà, comme ça on peut voir un petit peu les différents messages qu'on a. Donc effectivement ça ne marche pas ici, donc on a bien capturé l'erreur bien évidemment dans celle-ci. Donc ça c'est vraiment le minimum. D'accord, c'est-à-dire que vous avez une partie critique au niveau de votre programme, vous voulez pouvoir gérer les erreurs, ou toute erreur, vous utilisez un minimum ce couple de blocs, try, catch, qui permet comme ça de capturer les différentes choses, pour voir un petit peu les erreurs qui se produisent. Au niveau des types d'erreurs, types d'exceptions, on pourrait éventuellement préciser. C'est-à-dire qu'un n'empêche de me dire, quand il se produit un type d'erreur bien particulier, je veux qu'il soit capturé donc, dans ce bloc-là, et après, éventuellement, on peut traiter d'autres cas. Alors on peut les faire à la suite, comme ceci, c'est-à-dire qu'il va les traiter par ordre de priorité. Donc dire par exemple, je vérifie un certain type,
D'accord, ici, je vais mettre pour moi un type A. Et ensuite, si c'est pas le cas, on vérifie est-ce qu'il y a une erreur de... Enfin, c'est pas ça plutôt, mais s'il y a une erreur de type B qui s'est produite, eh bien c'est ce bloc qui sera exécuté, et ainsi de suite. Et on peut toujours mettre un cas par défaut qui est catch, qui va donc capturer toutes les autres exceptions. C'est-à-dire ce qui ne sont ni du type A, ni du type B, ce sera capturé dans celui-ci. Si on veut par contre exécuter le même code pour plusieurs types, on peut bien sûr les cumuler aussi en séparant par des virgules, mettant le type A et B, pour dire s'il se produit l'un de ces deux types d'exceptions. Dans ce cas-là, c'est ce bloc qui sera exécuté. Donc vous voyez, vous avez comme ça plusieurs manières de pouvoir traiter en fait, on va dire, les différents cas d'erreur. En termes de type justement d'exception, au niveau de PowerShell, on va remarquer qu'elles sont encapsulées dans le type Runtime Exception. On va retrouver bien évidemment plein d'autres. Donc au niveau de la documentation, vous avez de toute façon plein de types d'exceptions qu'on peut retrouver ici, plus ou moins d'autres, hein. Ça ce sont les types bien sûr natifs du langage, mais on pourrait avoir d'autres types, si par la suite par exemple on vient utiliser des modules fabriqués, développés par d'autres personnes. Et on aura d'ailleurs l'occasion de parler des modules dans la séance suivante. Donc on retrouve comme ça ce type-là, Runtime Exception, et après on peut retrouver plein d'autres types d'exceptions qui peuvent arriver, au niveau du programme que l'on a. Donc on peut voir un petit peu comme ça ce qui se produit, et en fonction de ce qu'on veut, donc admettons si on voulait capturer un type particulier, je peux prendre un type ici, éventuellement, je voudrais juste qu'on ait en fait une exception, même là pourquoi pas prendre un type là, donc en mettant notamment un type complet bien sûr. Donc voyons, on pourra avoir ce type là ici, et quand je dis voilà le type, c'est en fait indiquer ceci, d'accord. Ça, s'il se déclenche ce type d'exception, et bien effectivement c'est ce bloc de code qui sera exécuté, et vous pouvez comme ça gérer les différents cas. Donc à vous de voir. Encore une fois, si vous voulez savoir par exemple, parce que ça n'a rien d'apprendre forcément par cœur, ce qui est bien c'est quand vous utilisez des commandes, au niveau de la documentation, c'est d'apprendre bien sûr ce qu'elles peuvent éventuellement déclencher. Donc là, bon, si je fais une petite recherche rapide, normalement, voilà, d'abord basculer sur la documentation, et après de voir, bien sûr, au niveau de documentation, et bien, si on vous indique, en fait, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des erreurs, etc., quelque chose qui est renvoyé, quelque chose qui se produit, et on peut voir par rapport à ça. Voilà. Donc si ça vous indique qu'il y a des erreurs qui peuvent être déclenchées en fonction, vous savez automatiquement quelle exception capturer, d'accord, en fonction de ce que vous voulez traiter comme erreur. Donc ça, c'est à vous de voir, encore une fois, on ne peut pas deviner, c'est de voir comment ont été conçues les commandes, les fonctions, etc. Il faut aller sur les documentations en question et de voir un petit peu les types d'erreurs qui peuvent être déclenchées si vous voulez précisément capturer ces derniers. Voilà en tout cas comment ça se met en place ici. Alors là, on a vu ce genre de cas, d'accord. Par la suite, bien évidemment, vous pourriez très bien créer vos propres types d'exception, pourquoi pas, hein. Ça, c'est pas le problème, je veux dire, on n'est pas obligé de se contenter des types natifs. On pourra créer les types que l'on veut, de toute façon, on fera de la programmation orientée objet un peu plus poussée pour la suite, hein. On a toute une partie aussi sur la programmation PowerShell, et on peut vérifier finalement le type directement, donc au niveau du code. Donc si moi il se produit quelque chose ici, alors on avait l'erreur de toute façon tout à l'heure, hein, je peux le faire ici, voilà, je fais directement ça, on a une erreur ici. Rappelez-vous, avec error 0, on avait cette partie, on a exception, et ensuite on avait une méthode getType. Si vous vous souvenez, quand on avait listé les propriétés méthodes, eh bien il y a une méthode qui est getType, et à partir de là, on peut récupérer celle-ci. Voilà. Donc là, vous voyez que pour ce type-là, donc getChildItem, il s'est produit une item not found exception. Donc c'est ce type-là qu'il faudrait en fait capturer par rapport à ça. Si on veut le nom complet, entièrement qualifié, c'est bien d'avoir celui-ci avec l'attribut full name, la propriété full name, pardon. Et comme ça, vous savez que voilà. Ici, automatiquement, je capture, donc là, effectivement, le chemin est incorrect, on peut, vous voyez, traiter l'erreur précisément. Et là, on pourrait très bien mettre un message global, c'est-à-dire que s'il arrive plein d'autres erreurs, c'est une erreur globale en fait, qui s'est produite, alors qu'ici, c'est précisément cette erreur, donc on sait à quoi elle est rattachée, et on peut forcément afficher un message beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus clair pour l'utilisateur. Donc vous voyez un petit peu le principe et l'utilité surtout, de pouvoir comme ça capturer de manière spécifique. Ça, c'est à connaître, d'accord, cette partie-là, comme ça vous pouvez vérifier un petit peu les différents types que l'on a. On peut aussi faire en sorte d'avoir un bloc dont le code va s'exécuter, quel que soit le scénario qui se produit. C'est-à-dire que les commandes sont réalisées donc dans le try avec succès, ou qu'une erreur a pu être déclenchée. Et pour cela, on le mettra donc à la toute fin de l'ensemble des blocs, et c'est un bloc finally. Finally, comme le dit finalement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être exécuté en tous les cas. Dans quel cas on peut l'utiliser, même si on ne le verra pas concrètement ici, ça peut être par exemple une connexion à une base de données.
qu'on peut faire ici. Alors ça, bon, je vais enlever là, celui-là, on a bien compris. Donc là, par exemple, vous essayez de vous connecter à une base de données. Je vais mettre tentative, parce que c'est ça. Et là, vous avez une erreur éventuelle. Donc ça peut être par exemple, voilà, base de données introuvable, mauvais identifiant, enfin, le nom d'autre, peu importe, voilà, une erreur, parce que là, je capture toutes les erreurs. Et de faire en sorte bien de réaliser quelque chose ici. Pareil, vous pouvez très bien avoir par exemple ici des requêtes qui sont exécutées. D'accord. Et si jamais vous avez une erreur qui est déclenchée, voilà, erreur de requête, à ce stade, votre base de données a bien été connectée. Le problème, c'est qu'il faut déconnecter, ensuite couper la connexion à une base de données. Et ça, s'il y a une erreur et que vous interrompez le programme, c'est une erreur critique, vous avez en fait coupé votre programme et vous n'avez pas coupé la connexion à la base de données. Donc ici, on pourra faire toutes les tâches de libération de ressources, de fermeture de quelque chose, voilà. Donc, fermeture de la connexion par exemple, ici. Ce qui fait que dans tous les cas, qu'il y ait un problème ou pas, on a la garantie que la connexion sera bien coupée. Voilà à quoi sert justement ce block finally, donc très important. Quand vous avez comme ça des ressources que vous allouez par exemple ici, vous utilisez, de vous assurer que quoi qu'il arrive, on fera en sorte qu'il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'on libère, on ferme ces ressources dans le block finally. Donc c'est à ça qu'il sert précisément. Ok, on a fait cette partie. Une petite nouveauté, surtout en tout cas pour ceux parmi vous qui connaissez les exceptions, on connaissait bien ces termes, try, catch, finally, etc. Ce qui est la possibilité d'avoir une capture d'erreur au global. Là vous voyez que on fait de la capture d'erreur par rapport à un bloc de code spécifique. C'est par rapport à ce qui se passe ici que des erreurs peuvent être déclenchées, et quand c'est le cas, on les capture dans des blocs, ou un bloc catch ici, et on traite éventuellement certaines choses dans un bloc finally. Si vous voulez gérer des erreurs au global dans votre programme, donc c'est indépendamment de où ce que ça se trouve, c'est pas dans un bloc de code particulier, c'est l'ensemble du programme, on a une instruction en PowerShell qui s'appelle trap. Donc c'est un piège, finalement un piège à erreur, qui va capturer les erreurs qu'on peut avoir. Donc si c'est une erreur particulière, à nouveau, vous la spécifiez entre crochets, sinon vous laissez tel quel. Et après, entre accolades, vous précisez le code qui est fait en cas d'erreur. Et là, ça permet de capturer, de gérer les erreurs vraiment globalement parlant. Donc par exemple ici au niveau de mon script, au niveau de l'ensemble de mon programme. Donc c'est une autre possibilité que vous avez ici, sans devoir le faire par exemple spécifiquement sur un bout de code, d'accord, sur une portion de code. Vous avez cette possibilité là aussi. Et après, généralement, ce qu'on fait dans un bloc ici, donc par exemple, on affiche un message, on traite l'erreur, classique. Et généralement, ensuite, ici, on indique ce que l'on fait à la suite. C'est-à-dire que si on est rentré dans ce bloc, qu'est-ce qu'on fait? Par défaut, le programme continue, donc on a cette instruction. Rappelez-vous ce qu'on avait vu les termes sur les boucles, notamment. Et on a d'autres termes aussi. On peut choisir de quitter ce bloc, et on poursuit. Donc après, on voit par rapport à ça. On peut choisir, si on était dans une fonction, de quitter la fonction. Donc on a l'instruction return qui peut être utilisée ici. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu nouveau comme syntaxe, même si vous faites des exceptions dans d'autres langages. Et on a bien sûr la possibilité de lever une exception avec le mot-clé throw. Et ça, vous connaissez ce terme puisqu'on a la possibilité de lever des exceptions. Et on peut le faire également en PowerShell et pas seulement ici. Donc c'est comme ça des possibilités que vous avez. Justement, on peut très bien donc écrire un code. D'accord. On fait notre condition. Ok. Je vais mettre la condition. Imaginons nous avons notre condition ici. Et si ce qu'on a nous convient pas, ou en tout cas que ce qui s'est produit ici doit déclencher une erreur, vous pouvez le faire manuellement. Puisque vous avez vu jusqu'à présent, en fait, on se base sur des erreurs qui peuvent être déclenchées par rapport à du code existant, des commandes, des fonctions, etc. Mais si un jour vous créez vos propres fonctions ou vous créez vos propres algorithmes et vous voulez déclencher volontairement une erreur particulière, eh bien vous pourrez le faire avec le mot-clé throw. Et dans ce cas-là, par exemple, on peut lever n'importe quoi en PowerShell. On peut lever une chaîne de caractères ou n'importe quel objet PowerShell. Donc je peux très bien dire, voilà, là je fais lever d'une chaîne de caractères. Donc une erreur s'est produite. À ce stade-là. Voilà. Ou autre chose. Je dis ça peut être un autre type, n'importe quel objet PowerShell peut suivre ensuite dans cette instruction throw. Mais on aura de toute façon l'occasion de revoir, d'aller plus loin au niveau des objets, de la gestion des objets. En PowerShell, on n'a pas encore abordé, on va dire tout ça au niveau du cours. Donc c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Donc au niveau des termes, de ce qu'on a pu voir, try, catch, finally, on a trap, et pour lever une exception, on a throw. Donc ce sont un petit peu les mots-clés, les instructions
différentes petites syntaxes que vous pouvez connaître et qui sont nécessaires ici. Et bien évidemment, dans ce qu'on a vu au niveau des variables, petit rappel, point d'interrogation pour voir le retour, est-ce que la commande a échoué ou non, en tout cas a été un succès ou non. On a la variable error, d'accord, et on a ensuite la variable qui choisit un petit peu l'action produite en cas d'erreur, qui, je rappelle, par défaut est fixée à continue. Donc ces erreurs ne sont pas bloquantes. Voyez, par exemple, si je veux lister le contenu d'un répertoire, et ben si c'est pas bon, j'ai un message qui s'affiche, mais ça va pas pour autant arrêter mon programme. Mais vous pouvez faire en sorte de vous dire, bah non, j'ai absolument besoin de lister ça, donc mon programme ne doit pas continuer si j'ai pas pu lister parce que ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de fixer à stop pour dire, s'il se produit n'importe quelle erreur, on stoppe l'exécution du programme. Tant pis, même si l'erreur n'était pas critique, nous on estime qu'elle le devient par rapport au programme tout simplement qu'on a écrit. On peut comme ça gérer un petit peu tout ça précisément. Et on va s'arrêter là pour cette partie. J'espère que ça aura été en tout cas bien suffisamment clair, parce que c'est pas toujours des plus évidents, surtout en termes de syntaxe, en termes de petites nouveautés. Mais c'est comme toujours, il faut maintenant que vous mettiez un petit peu en pratique tout ça. De toute façon, nous on aborde ici la gestion d'erreurs par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Avec ce qu'on va voir pour la suite, ça va être d'autant plus intéressant de l'employer. Donc n'hésitez pas à écrire vos petits scripts, petits programmes pour voir un petit peu comment vous pouvez utiliser ça. Et surtout, allez voir au niveau des documentations par rapport aux commandes, aux fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser, bien de voir un petit peu voilà, le genre d'exception qui peut se produire. C'est important d'avoir, on va dire, un peu le listing, surtout que pour le coup, pareil, les documentations de Microsoft sont généralement toujours très bien fournies. On ne peut pas dire qu'il manque de l'information, il y en a peut-être même un peu trop, donc on a vraiment tout ce qu'il faut par rapport à ça si vous cherchez ces informations. Je vous dis à bientôt pour la suite. Comme je le disais tout à l'heure, dans la prochaine séance, on abordera les modules et ce sera la dernière séance de cette partie sur PowerShell. Après, on abordera, je pense, tout ce qui concerne la programmation, objet ou d'autres. Enfin, même, je dis même pas ça, non, on doit aborder les types de données, notamment les chaînes, les tableaux, etc. Donc, on n'est pas tout à fait en fait à aborder encore les classes et compagnie. Mais on a beaucoup de vidéos. Sachez qu'on est loin encore d'avoir fini ce cours, mine de rien. Ça va être sûrement un des cours qui aura le plus de séances sur la chaîne jusqu'à présent. Donc, j'espère que vous êtes motivés pour la suite des vidéos. À bientôt.